Nous avons décidé de manifester ce lundi à la fois à la proximité de l'Assemblée nationale à Paris et puis dans plusieurs grandes villes pour dénoncer ce que nous appelons l'effet domino qui est associé à cette loi. C'est-à-dire la loi arrive, elle prétend instaurer une aide à mourir, formule que nous contestons, mais elle vient casser des murs porteurs jusqu'à la fraternité. Le premier, c'est la prévention du suicide, parce qu'en instaurant un suicide assisté, elle exclut de cette prévention des catégories qu'on dira plus souffrantes, plus en difficulté, et donc il va y avoir une sorte de contamination de cette culture du suicide, non plus par une prévention ne souffrant aucune exception, mais par la discrimination de personnes qui ne seront plus protégées du suicide. Ensuite, juste derrière, ce sont les soins palliatifs qui sont déstabilisés parce que ces soins palliatifs, ils excluent normalement l'euthanasie. Or, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Ce qui est le plus facile, expéditif, peu coûteux, va l'emporter, risque de l'emporter, sur les soins palliatifs qui prennent du temps, qui nécessitent des moyens, de l'énergie, de la générosité. C'est un énorme risque qu'il soit dénaturé et concurrencé par le suicide ou l'euthanasie. Ensuite, nous déplorons que la lutte contre la douleur soit également le parent pauvre des politiques de santé, avec des attentes au centre de traitement de la douleur, avec une désespérance peut-être, un manque de travail des professionnels dans la recherche pour lutter contre la douleur, puisque finalement la solution de la mort peut l'emporter sur les traitements et la recherche. Ensuite, on a le domino suivant, le quatrième, c'est la confiance entre soignants et soignés. L'interdit de tuer, c'est ce qui fait que la blouse blanche ne craint pas qu'elle passe à l'acte. Serment d'Hippocrate, je ne délivrerai à quiconque de poison, même si on m'en fait la demande, parce que le soignant a une toute-puissance. Et devenu fragile, c'est une grande crainte du soigné quand il sait que la main qui le soigne peut aussi être celle qui le tue. Donc confiance altérée. Juste derrière, il y a la paix sociale. Parce que à partir du moment où on sait qu'on peut passer à l'acte, les risques immenses, eh bien c'est qu'il y ait des divisions au sein des équipes médicales, entre les pros et les antis, au sein des familles, entre ceux qui auront cautionné l'euthanasie ou le suicide et ceux qui auront tenté de le combattre, qui d'ailleurs seront éventuellement punis par la loi. Des deuils extrêmement difficiles à faire lorsqu'on a décidé de la mort, plutôt que d'avoir consenti à la mort naturelle qui vient sans qu'on en soit complice. Donc là, la paix sociale. Et puis l'avant-dernier domino, c'est la protection des plus fragiles. Car une loi qui les pousse vers la sortie, qui les incite à finalement choisir une mort qui serait prématurée parce qu'ils ont fait leur temps, eh bien c'est la question de leur dignité. Hein. Est-ce que tu as encore ta place parmi nous, ou est-ce qu'au contraire ta place est de mourir? Est-ce qu'il faut laisser la place? Donc là, cette violence faite aux plus fragiles, qui est un élément majeur de la fraternité, qui à terme, dernier domino, se trouve effectivement effondré parce que ces 6 dominos précédents, c'est des marqueurs de fraternité. La fraternité dont se targue notre République, et même cette loi d'ailleurs qui se dit de fraternité, eh bien c'est celle qui prend soin aux différents stades de la vie, et tout ce que j'ai pu exprimer jusqu'à maintenant, des personnes les plus fragiles, les plus souffrantes, et c'est elle qui finalement est mise à mal par ce projet de loi. Il y a, on pourrait dire, un petit signal faible commence à se lever des personnes, vous savez, qui critiquent le validisme, c'est-à-dire la toute-puissance des bien portants qui décréterait avec une forme de mépris que les vies des personnes porteuses de handicap ont moins de valeur, sont moins intéressantes, sont éventuellement inutiles. Donc ce mouvement existe assez fortement, d'une manière assez parfois agressive, hein, et on a vu un parlementaire porteur de handicap s'inquiéter en disant mais attention, quelle image cela donne. Moi j'ai pu effectivement, quand j'étais auditionné par la commission spéciale, dire quand je vois le regard étant engagé auprès d'enfants et de jeunes porteurs de handicap, le regard qu'on porte souvent sur eux, estimant qu'ils auraient mieux valu qu'ils ne vivent pas, et qu'ils ne vivent plus même, c'est-à-dire l'idée que le bien portant se projette en disant plutôt mourir que d'être comme lui, on peut imaginer, nous qui sommes des êtres de relation, ce que ça peut induire chez une catégorie de personnes fragiles de voir la majorité bien portante estimer qu'il a fait son temps, et éventuellement qu'il coûte trop cher. Et d'ailleurs, la majorité des personnes au Canada qui demandent ce qu'on appelle là-bas l'aide médicale à mourir, hein, pardon de l'expression, le font pour des mobiles altruistes, au sens où je ne veux pas peser sur mes proches, je ne veux pas déshériter par le coût que je représente mes proches, je ne veux pas peser sur la société, leur imposer l'image que la maladie ou le handicap finit par donner de moi. Nous sommes des êtres de relation, nous ne sommes pas des îles d'autodétermination. Et donc cette loi, elle vient au nom d'une prétendue autonomie qui n'existe pas, car nous sommes tous interdépendants. Bien sûr, il faut être libre, il faut soutenir la liberté, mais nous sommes des êtres de relation. Et donc la culture qui est en train de s'établir, c'est celle que les bien portants finissent par exclure les mal portants, mais même le bien portant que je suis, scelle l'arrêt de mort du mal portant que je risque de devenir en lui faisant injonction de s'auto-exclure le moment venu. Je veux dire par là,
le mépris que je pourrais avoir pour la fragilité va finir, quand je serai devenu fragile, incontinent, en risque de désorientation, incapable de tel ou tel mouvement, etc., ou n'ayant plus ma place dans la société au sens de l'utilité, de la toute-puissance, mais je risque de me condamner par avance. Et là, c'est le risque, c'est qu'on finit par s'éliminer soi-même. Et là, je cite Philippe Pozzo di Borgo, qui tétraplégique depuis 25 ans, qui avait tenté de mettre fin à ses jours après son accident de parapente, parce qu'il était désespéré, qui avait été sauvé par le sourire de l'infirmière, qui n'était pas passé à l'acte, qui l'avait sauvé de l'étranglement en tant que tétraplégique, il essayait d'opérer sur lui-même. Il a dit « Heureusement que vous ne m'avez pas pris au mot de ma désespérance. » Et ce que je crains beaucoup, c'est qu'on va signer des papiers de testament de vie, comme le dit l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, disant bah, plutôt mourir que ça, et qu'à l'arrivée, les personnes qui auraient la force de vivre, de traverser des épreuves, ou d'ailleurs se révèlent parfois beaucoup de leur humanité, eh bien, soient supprimées parce que, en tant que bien portants, ils ont envisagé cette issue comme l'issue nécessaire. Il y a un piège dans cette formulation des digues ou des garde-fous. Des digues qui tiennent sont des digues. Mais des digues qui font semblant de tenir et qui sont intenables deviennent des pièges, parce qu'elles sont fissurées, alors on se protège derrière, et puis quand le tsunami arrive, elles sont emportées, et c'est ce qui se passe. L'interdit de tuer ne souffre aucune exception. La prévention du suicide ne souffre aucune exception. Et c'est justement les personnes les plus fragiles, les plus souffrantes qui doivent être les plus protégées de la tentation de passer à l'acte parce qu'elles sont isolées, pauvres, souffrantes, mal soignées, qu'elles n'ont pas accès aux soins nécessaires ou que c'est plus difficile. Et donc, à partir du moment où le verrou saute, la porte est ouverte. Il y a une pièce de musée qui s'appelle « Une porte doit être ouverte ou fermée ». Quand elle est ouverte, même entrouverte, elle est ouverte. Alors après, par le biais, et le comité d'éthique l'a bien dit, de l'égalité, qui est très chère à nos concitoyens, à juste titre, eh bien toutes les catégories qui pourraient se dire, ou dont on dira qu'elles sont discriminées parce qu'elles n'ont pas accès à ce suicide assisté ou cette euthanasie, c'est les enfants par exemple, ou les personnes devenues désorientées, les personnes plus capables de s'exprimer, ou les personnes fatiguées de vivre, ou très âgées, mais qui ont la malchance de ne pas avoir de pathologie mortelle, etc. Tour à tour, toutes ces personnes pourraient se trouver éligibles. Et donc je ne crois pas aux digues. Bien sûr, je ne crois pas aux digues. Même si on essaie de faire en sorte que cette loi soit aussi restrictive que possible quand on considère qu'elle fait des victimes et qu'il faut qu'il y ait de moins de victimes possibles. Déjà, dans l'acception actuelle de la loi telle qu'elle a été votée par la commission spéciale, on estime à peu près à 40 000 personnes qui pourraient être euthanasiées ou suicidées en vertu, entre guillemets, de cette loi. Alors que le gouvernement avait présenté une loi exceptionnelle, très spécifiquement française, pour des exceptions rarissimes, etc. Donc on est déjà dans je dirais, oui, le mensonge par rapport à ces digues. Et le mensonge le plus grand, eh bien c'est la formule que je n'utilise pas, moi, sans dire prétendu, aide à mourir. Parce qu'il s'agit de faire mourir, et donc parler de loi de fraternité et d'aide à mourir, c'est un vocabulaire dissimulateur qui vient de manière attrayante vendre l'injection létale, tout en niant que la véritable aide à mourir, sans faire mourir, ce sont les soins palliatifs, à condition qu'ils ne soient pas dénaturés par la pratique de l'euthanasie, qu'on veut désormais intégrer dans cet accompagnement au sens large. Alors c'est vrai que, je dirais, il y a une sorte de désinhibition de la promotion de l'euthanasie aujourd'hui. On a vu apparaître les arguments et les amendements proposés par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui en elle-même est une sorte de supercherie, parce que nous ne pourrons pas perdre cette dignité, mais c'est un autre sujet. Alors parmi les amendements qui ont été votés, il y a celui qui interdit toute dissuasion de l'euthanasie ou du suicide assisté, par exemple de la part de proches qui seraient inquiets que leurs parents, leurs conjoints, leurs enfants se fassent euthanasier ou suicider, eh bien c'est puni désormais de 15 000 € d'amende et de 1 an de prison. Et ceux qui ont vu avec effroi, les parlementaires qui ont vu avec effroi la commission spéciale voter ce type de censure finalement de la liberté de s'exprimer sur ces sujets, et ont proposé qu'il y ait de la même manière une disposition qui interdise l'incitation à ces pratiques, au suicide assisté ou l'euthanasie. Ce n'est pas passé. Donc on voit vraiment que là, il y a effectivement une sorte de rouleau compresseur de la majorité de la commission spéciale, ce que Tocqueville appelait la tyrannie de la majorité, où on est sûr de son bon droit et on peut écraser la minorité sans même tenir compte d'un élément d'équilibre ou de justice. Bien sûr, ça augure d'une structure, d'une société, si par hasard c'était cette disposition qui a été confirmée par l'Assemblée nationale, extrêmement dangereuse pour les plus fragiles.
Au regard du texte qu'avait cru devoir proposer Emmanuel Macron, qu'il affirmait, qu'il prétendait, garantie, strict, encadré, position d'équilibre, on arrive, après la commission spéciale qui a étudié cette loi, qui a voté des amendements, à un texte beaucoup plus laxiste, beaucoup plus permissif, beaucoup plus violent au fond. Et alors, est-ce qu'il faut s'en surprendre? D'abord, ceux qui s'en surprennent, quand ils sont ceux qui ont allumé cet incendie, je ne peux pas croire qu'ils imaginaient qu'il était contrôlable. Je trouve que ça relève de la mauvaise foi. Après, face à la réalité, il y a quand même un effet de sidération toujours. C'est vrai pour beaucoup d'autres situations. Donc j'avoue que je suis quand même sidéré qu'ils soient allés si loin. Et on pouvait imaginer qu'après avoir fait sauter le verrou, par une certaine de prudence, par une certaine hypocrisie peut-être, ils attendraient quelque temps, comme dans d'autres pays, avant de faire sauter les autres verrous, les autres critères. Par exemple, de maintenir le critère du pronostic vital engagé à moyen terme. Bon. Mais le problème, c'est que le critère du pronostic vital engagé à moyen terme pour donner droit, pour rendre éligible à un suicide assisté ou à une euthanasie, c'est un critère qui est invérifiable. C'est un critère qui est inopérant. Toutes les études mondiales montrent que les médecins qui décrètent qu'un patient va mourir à moyen terme, encore faut-il savoir ce que c'est en termes de mois ou d'années, bref, se trompent. Dans bien des cas, et tant mieux d'ailleurs, parce que si on dit à une personne vous mourrez dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, c'est assez atroce. On ne sait pas en fait, et souvent on se trompe, on déjoue les pronostics, on meurt plus vite, on meurt moins vite. Donc le gouvernement, on le leur a dit, ne pouvait pas imaginer que ce critère allait tenir. C'était un critère déjà qui relevait d'une sorte de toute-puissance médicale. On allait décréter un moyen terme pour pouvoir s'autoriser à euthanasier, on leur a dit derrière, il serait mort à moyen terme. Donc ça ne tenait pas. Alors désormais, il n'y a plus de critères de pronostic vital engagé. C'est des maladies qui sont graves, qui se déploient, mais qui ne sont même pas forcément mortelles. Donc évidemment, ça ouvre la porte à toutes les dérives. Et je ne crois pas finalement qu'on doive en être surpris. Sauf cette surprise inhérente à l'être humain lorsqu'il est confronté à un réel qu'il craignait, mais quand il arrive, il y a toujours cet effet.